Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reprends aujourd'hui très tard dans le mois et on est presque au mois d'août et là je vais faire le bilan du mois de juin, donc je suis excessivement à la bourre, j'en suis très désolée. Mais j'ai pas une minute à moi entre le boulot, je travaille 7 jours sur 7 donc c'est compliqué, hein. Plus les réseaux sociaux, plus avoir le temps de lire, plus j'arrive pas à me découper en tout ce que je dois faire entre bosser, faire les réseaux, une chronique, bref. J'ai pas eu le temps de beaucoup lire donc à cause de ça, mais j'essaye de vite fait faire une petite vidéo histoire de vous montrer quand même ce que j'ai pu lire au mois de juin et peut-être que ça pourra vous inspirer et puis c'est parti. Alors pour le mois de juin, ça se compose, hop là. Pour le mois de juin, ça se compose comme ceci. Donc j'ai 3 BD, on va dire, et j'ai 3 romans, un en papier et 2 en version donc e-book, que j'ai ici. Alors on va commencer par la partie graphique, qui se compose donc des 3 BD que voici. Hop. Et ces 3 BD se nomment Agapé. Alors Agapé, c'est fait par la très talentueuse Neith. J'espère que ça se prononce bien comme ça, N-E-I-T-H. Donc Neith, on va dire. La talentueuse Neith, qui a fait donc cette BD en auto-édité. Donc vous ne pouvez la retrouver nulle part ailleurs que en lui demandant directement en fait. Ou via une campagne Ulule quand elle en fait. Je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos tous les liens si vous voulez la contacter, si vous voulez voir son art sur DeviantArt ou même son Facebook où elle propose une mini galerie avec tout ce qu'elle peut proposer en tant que ou BD ou goodies. Elle a des marque-pages, elle a des petits badges, des petits autocollants. Tout est très mignon et elle a un talent incroyable, donc n'hésitez pas à aller voir son shop, franchement, elle est géniale. Et outre le fait d'être géniale, elle est extrêmement gentille. Et quand je l'ai contactée, je lui ai demandé justement s'il lui restait des BD Agapé, parce que c'était une campagne Ulule que j'avais loupée à l'époque. Et elle m'a dit que oui, il lui en restait, donc elle pouvait me les envoyer. Que ce sont des ouvrages que j'ai payés, bien évidemment, les 3 BD. Les 3 BD, je les ai payés. Elle ne me les a pas envoyés gratuitement, c'est une artiste qui a besoin de vivre, elle aussi. Donc, je les ai achetés. Et j'en suis mais excessivement ravie. Je me suis régalée à la lecture de ces 3 tomes. Alors Agapé, Agapé c'est du grec, ça veut dire amour divin ou amour inconditionnel. Et en fait, je vous l'avais dit dans une petite vidéo précédente, j'ai adoré parce qu'en fait ça parle de mythologie grecque. Et là en l'occurrence c'est une réécriture et un peu réinterprétation comique, un peu romantique, un peu romanesque du mythe de Hadès et Perséphone. J'aime la mythologie grecque, je pense que vous l'avez compris si vous me suivez depuis quelques vidéos. Et j'aime beaucoup ce mythe, parce que notamment quelque part par là, il y a A Touch of Darkness qui est pareil, une réécriture de ce mythe-ci, que j'ai beaucoup apprécié. Et celui-ci, c'est une réinterprétation, mais donc au format BD, donc graphique, et là, on en prend plein les yeux. Neith a un talent mais incroyable. Un talent mais très complet en plus parce que comme je vous l'ai dit, elle auto-édite son ouvrage, mais c'est également elle donc qui fait le dessin, la colorisation, la mise en page, les textes, les bulles. Elle fait tout de A à Z et elle gère donc ses propres envois. Elle fait tout de A à Z donc respect parce que c'est un travail colossal, c'est immense et elle a un talent mais incroyable. Regardez ne serait-ce que la couverture du premier tome. C'est magnifique. Je vais vous faire de toute façon un petit close-up avec les diverses pages des 3 tomes pour que vous puissiez vous rendre compte comme quoi c'est très beau. C'est très beau, il y a des défauts parce que chacun a son style de dessin, donc il y a des moments où on voit un petit crayonné par-ci par-là, c'est très mignon. On voit le grain encore parce qu'elle fait tout à l'aquarelle aussi, mine de rien. Donc ça lui donne un cachet particulier. Je sais pas si par exemple je vous montre cette page-ci, si on voit bien il y a certains endroits où on voit encore le grain du papier quand elle a passé la colorisation.
Et ça lui donne un certain charme justement parce que la plupart des BD maintenant tout est colorisé de manière numérique en fait. Et là le fait que ce soit entièrement à la main et à l'aquarelle qui est quand même là aussi un travail de titan entre les aplats, les couches, les séchages, les ombres, repasser avec le crayon pour faire les traits des détails. Bref, un travail de titan et un travail magnifique. C'est une jolie réinterprétation qui est bourrée d'humour, très bien écrite, très joliment dessinée et qui nous fait voyager à travers la Grèce antique et qui nous permet soit de connaître, soit de mieux appréhender ce mythe grec et d'en apprendre un peu plus ou carrément de le découvrir tout simplement. Énorme coup de cœur pour ces 3 BD donc. BD qui ont d'ailleurs un format un petit peu plus petit. Je vais prendre One of Those Days qui a plus le format d'un comics déjà. Donc déjà plus petit qu'une BD, vous voyez. C'est vraiment très petit, mais c'est tout mignon. Et c'est un format qui est plutôt pas mal parce qu'il y a une prise en main qui est assez facile et agréable. Et même quand le dernier tome, vous voyez, qui est beaucoup plus gros que le premier, et bien ça dérange pas la prise en main en fait. La couverture est assez souple, donc très facile à utiliser. Moi j'ai bien aimé. Ce format m'a surpris au début parce que je m'attendais vraiment au format BD. Mais au final, excellente prise en main, je m'y suis faite. J'adore. Je vous recommande à 300%, c'est un véritable coup de cœur. Je vous mettrai donc tous les liens dans la barre d'infos. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller découvrir ce qu'elle fait. Elle a un talent mais incroyable. Et je crois qu'elle prépare une prochaine campagne Ulule pour des petits goodies et un artbook si je me trompe pas. J'attends, j'ai hâte. Franchement, c'est le travail de Nice, je le suis d'assez près parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je vous le recommande donc à celui-ci. Nous passons ensuite à la catégorie donc des romans. Donc le premier que vous avez vu, que j'ai en format papier, c'est le 12e tome de la saga Mercedes Thompson de Patricia Briggs. Et c'est publié aux éditions Milady dans la collection Bite Lit. Alors le 12e tome s'appelle L'empreinte de la fumée. Et j'ai envie de dire que comme les 11 tomes précédents, eh bien j'ai adoré. Mercedes Thompson, c'est vraiment une saga que je suis assidûment et que j'adore lire. Je les ai tous en format poche, donc je dois attendre à chaque fois 1 an entre la version grand format et la version poche. Et c'est une attente horrible. Horrible parce que je veux vraiment à chaque fois connaître la suite, voir dans quelles nouvelles aventures, dans quels nouveaux problèmes Mercedes va réussir à s'entraîner, elle et la meute. Et franchement, on s'ennuie pas. Franchement, on s'ennuie vraiment pas. Merci est une héroïne archi badass qui prouve qu'on n'a pas besoin d'être un gars pour réussir plein de choses et être forte. Pour vous faire un bref résumé de la saga, en fait, Mercedes Thompson est une changeuse, on va dire. Elle a la capacité de pouvoir se changer en coyote. Et elle vit dans un monde où il y a toutes les créatures, un tant soit peu magiques, se côtoient. Plus ou moins avec de la baston au bout, quoi. Il y a des faées, il y a des vampires. Son meilleur ami d'ailleurs est un vampire. Et son voisin est l'alpha d'une meute de loups-garous. Et à travers ces 12 tomes, eh ben, on va suivre l'aventure de cette changeuse et de la meute locale, avec toutes les péripéties qui peuvent entraîner des guerres de territoire, les vampires qui ont décidé de conquérir le territoire où ils sont, une autre meute de loups-garous qui veut s'installer à leur place, des faées qui ont décidé d'être les maîtres de l'univers, bref. Il va y avoir tout un folklore très amérindien, puisque Mercedes est en partie amérindienne. Donc j'aime beaucoup ces passages-là, franchement, moi qui adore les légendes amérindiennes, je suis comblée. Et il y a également tous les folklores du monde qui existent, irlandais, asiatiques ou autres, et car il y a toutes les créatures magiques qui se côtoient et qui viennent créer de nouvelles péripéties en fonction des tomes. Et celui-ci n'a pas dérogé donc à la règle. J'ai découvert un nouveau folklore et je me suis tout autant régalée. Franchement, c'est une saga que j'apprécie tout particulièrement. Et que quand je vois qu'il y a un nouveau Bite Lit qui sort chez Milady, j'ai un petit peu de mal à vouloir le lire parce que, on va pas se mentir, hein, tout ce qui est un peu Bite Lit, romance, action, tout ça, tout tourne toujours autour de la même chose en fait. Et
on est vite un peu dans le cliché, vite dans la redondance et chaque univers se ressemble. Il y a des loups-garous, il y a des vampires, il y a une fille qui est au milieu qui va être l'héroïne. Et puis voilà, quoi, on va suivre une histoire qui certes est différente en fonction de l'auteur, mais qui au final, c'est la collection qui veut ça, va tourner tout le temps autour de la même chose, des loups-garous, ou des vampires, ou une créature fantastique, quoi. Et donc j'ai un peu de mal à me lancer dans une autre saga parce que je vois énormément à chaque fois de similitudes avec celle-ci, et je suis tellement fan de celle-ci que j'ai pas envie d'avoir des copier-coller à chaque fois à lire en fait. Donc j'en lis d'autres, hein, mais celle-ci c'est franchement pour moi la meilleure Sega Backlit que je vous recommanderais d'ailleurs à 300%. Quoi dire de plus je ferai un focus, je pense, complètement dessus dans une vidéo à part. Mais en attendant, sur ce tome-ci, je me suis régalée. Tant de temps d'attente pour si peu de temps de lecture finalement, parce que 1 an d'attente et je l'ai dû le terminer en même pas 2 jours, donc c'est frustrant à chaque fois de le dévorer, mais il porte bien son nom, hein, Backlit, contraction de byte et de littérature. Mot à mot, on dévore la littérature et aussi byte parce que byte pour les vampires, donc morsure, ça rejoint le côté des fantastiques. Donc voilà pour cette petite lecture-ci. Donc ensuite, on va passer aux versions e-book. Donc je vous ferai un insert juste ici des couvertures des livres que j'ai lus. Et le premier s'appelle To, de Tobias Orchat, si je ne me trompe pas. J'espère que la prononciation est comme ça. Je vous mets juste ici donc la couverture en insert. Et c'est un SP. Il faisait partie de la campagne SP des éditions Seven, que j'avais contacté et qui avait eu la gentillesse de m'envoyer 2 tomes que j'avais choisis. Le premier est dans une de mes vidéos précédentes, donc je vous renvoie dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse. C'était Just a Dream de Callista Moon, qui était génial. Je m'étais régalée à la lecture. Il se lit très vite parce que c'est une nouvelle, mais j'en lis pas plus. Le petit est là si vous êtes intéressé. Et donc To est le second livre que j'avais demandé et que les éditions Seven m'ont envoyé très gentiment. Et que je les remercie d'ailleurs parce que quand on est un petit youtubeur ou bookstagrammeur avec pas beaucoup d'abonnés et pas beaucoup de views, c'est pas facile des fois de faire des demandes aux maisons d'édition qui nous disent vu votre renommée, vous êtes trop petit, vous ne nous intéressez pas. Clairement. Et eux, ils ont eu la gentillesse de me dire si, au contraire, merci d'avoir demandé, on vous envoie ceci, il n'y a pas de souci. Donc merci à eux de leur confiance et de leur gentillesse, parce que grâce à eux, c'était mes tout premiers SP et j'en suis ravie. Alors, To, pour vous faire un résumé, on va suivre un chauffeur de bus, un peu grognon, taciturne et qui en a clairement marre de son boulot. Parce que son boulot, c'est d'être chauffeur de bus, mais scolaire. Donc, trimballer les gamins, il en a un peu marre parce qu'ils sont tous soit collés à leur téléphone, soit en train de chanter à tue-tête, soit en train de se chamailler, et ils ne prêtent absolument pas attention soit à la beauté du paysage, soit à la culture des lieux qu'ils vont aller visiter. Ils en ont clairement rien à foutre, ils sont en centre aéré et ils veulent juste s'éclater entre potes, quoi. Il en a un petit peu marre de ça, et il s'est dit que et donc il va leur réserver cet accueil un peu particulier, parce qu'il a un sombre projet pour eux, un noir dessein qu'il leur réserve, peut-être parce qu'il est lié aussi avec un secret qu'il porte, un lourd secret qu'il veut réussir à se débarrasser. Et pour ça, il doit faire quelque chose avec ses élèves, mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller lire le livre pour découvrir ce qui va leur arriver. Personnellement, j'ai été complètement bluffée et trompée. Je ne m'attendais pas du tout au tournant qu'a pris ce livre. Alors, il faut savoir que dans les éditions Seven, il y a un petit macaron à chaque fois en dessous, en bas de la couverture, qui indique vers quel style de lecture vous allez vous orienter. J'ai été coupée par un appel, donc je ne sais plus trop où j'en étais, mais en bref, il y a donc des petits macarons qui sont situés en bas des couvertures, en bas de chaque couverture des éditions Seven, qui vont vous indiquer vers quel genre vous allez vous orienter, si c'est plutôt du policier, du fantastique ou de la science-fiction. Et j'avoue que j'avais pas du tout fait attention à ce petit macaron,
Et c'est ce qui a fait que je me suis complètement fourvoyée en fait quand j'ai lu le livre. Quand j'ai vu le résumé, je me suis dit bon ok, c'est un chauffeur de bus qui est mal luné, il va aller abandonner les enfants dans une grotte pour X ou Y raison, et ça va être une enquête policière qui va porter sur le pourquoi il a fait ça et pour retrouver les gamins. Pas du tout. Absolument pas, non pas du tout. Le petit macaron, il y a un fantôme si je crois bien, et en fait on s'embarquait dans du fantastique, donc je m'étais mais complètement fourvoyée. C'était très intéressant de voir vers quoi ça s'orientait, et le fantastique je pensais pas du tout à ça. Et finalement si j'avais porté attention peut-être un peu plus au macaron, j'aurais eu une toute autre vision et une toute autre approche de ce à quoi je m'attendais. Alors que là ça a été la découverte totale, et franchement j'ai été agréablement surprise et étonnée. Je peux pas vous faire plus de résumé que ça parce que ça va être spoilant, mais je vous invite à le lire si jamais vous voulez en découvrir un petit peu plus. J'ai bien aimé. Il y avait 2-3 trucs que je voulais reprocher, c'est que pour moi, c'était un peu trop axé jeunesse, on va dire, pour moi, mais ça c'est vraiment ultra personnel, c'est que je suis plus habituée à lire des livres adultes. Donc pour moi, c'était peut-être un peu trop jeunesse, mais justement pour les young adultes, c'est une très belle découverte parce que c'est très facilement, ça se lit très facilement. On se laisse vite emporter par l'histoire et par les protagonistes. Et ce que j'avais trouvé original et très sympathique, c'est que chaque chapitre équivaut à un personnage différent qui parle et qui va raconter la situation de son point de vue à lui ou à elle. Et j'ai trouvé ça très original et très sympathique parce que ça donne une dynamique supplémentaire à l'histoire qui nous pousse à avancer un peu plus, parce que si on s'attache à un personnage en particulier, eh bien on a envie de lire les chapitres d'après pour pouvoir retourner à ce personnage qu'on aime particulièrement et savoir qu'est-ce qui va lui arriver en fait. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça donne une nouvelle dynamique au récit qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir dans d'autres livres en fait. Et par contre, ce qui m'avait dérangé, mais ça j'en ai discuté après avec l'auteur, ce qui m'avait dérangé, c'était un peu le ton de l'histoire, on va dire. C'est-à-dire qu'on est sur un homme qui a à peu près 40-50 ans, qui encadre des gamins qui vont de 12 à 16 ans à peu près. Mais cette information, on nous la glisse qu'au tout début du livre, et on nous indique pas quel personnage a quel âge en fait. Et c'est un petit peu compliqué quand il y a plusieurs protagonistes comme ça qui ont 12 ou 16 ans, qu'on ne sait pas exactement quel âge il a, parce que le champ lexical qu'ils utilisent est très adulte en fait pour des enfants, justement, c'est ce que j'ai trouvé. Et j'avais du mal à me dire, mais attendez, il y a marqué qu'il avait 12 ans au début du livre, mais alors celui-ci, il a 16 ans. J'étais un peu perdue en fait. Parce qu'il y a certains moments où il y a un champ lexical ultra familier, on va parler par exemple de bolos, et le paragraphe d'après, on va nous parler justement que quand ils vont dans la grotte, il fait nuit noire complet, et il y a un discours comme quoi, ah oui mais c'est parce que les photons, ils n'arrivent pas à passer la barrière, donc il n'y a pas de lumière. J'étais là, wow, attends, il y a 2 secondes, il traitait de bolos quelqu'un, et maintenant il nous fait un cours de physique, comment ça se passe? J'étais un petit peu en mode, il y a un problème de ton là quelque part. Et le chauffeur, c'est pareil. Il utilise un langage adulte parce que c'est normal, il a 40-50 ans. Et il y a des moments, il part complètement en cacahuète comme s'il avait 14 ans. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a régressé dans son champ lexical, lui aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça m'avait un petit peu dérangé parce que c'était pour moi en tout cas, c'était pas normal. Quand on est un enfant, on n'a pas en 2 paragraphes un champ lexical complètement différent de ce qu'on utilise d'habitude. Et en fait, j'en ai discuté avec l'auteur qui me disait que oui, c'était normal, c'est la dimension qu'il voulait donner en fait à son roman, que le personnage principal qui est un adulte, de par l'histoire qu'il a, ce qui lui est arrivé, et sa présence avec les enfants, eh bien, il a un langage des fois d'un éternel adolescent qui n'a pas réussi à bien grandir et s'intégrer, et qu'à l'inverse, les enfants sont des fois un peu trop adultes de par leur passé et utilisent justement un langage plus évolué et plus mature que normalement les enfants de leur âge. Donc j'avais bien aimé son explication, il comprenait le ressenti que j'avais eu, parce qu'il y a des fois, il y a certains auteurs,
quand ils ont la gentillesse de nous envoyer un livre et qu'on leur dit bah ça j'ai pas aimé ou ça j'ai pas compris, ils apprécient pas trop en mode attends t'es bien gentil, je t'ai déjà offert mon livre, t'es pas obligé de le critiquer quoi. Non, lui c'était pas une critique, c'était juste une interrogation et qui m'a parfaitement répondu, il a compris et ça s'est très bien passé et après comme je lui ai de toute façon apprécié son livre et que je le lui ai dit, je lui ai fait d'ailleurs une chronique sur Instagram et sur mon WordPress si ça vous intéresse. Pareil, les liens sont dans la barre d'infos. Et bien en fait, le courant est bien passé. Avec son explication, j'avais une nouvelle vision de son livre. Et en fait, bah, ça tout colle finalement, c'est très logique. Et ça passe bien en fait. Donc une lecture très intéressante, qui change radicalement de ce que j'ai l'habitude de lire d'habitude, mais qui donne une petite bouffée d'air frais comme ça, très, très facile à aborder, et que j'ai trouvé très sympathique. Donc bah, voilà pour tout, que j'ai donc beaucoup aimé et que je vous invite à vous rendre sur le site des éditions Seven si jamais il vous intéresse, parce que les prix sont tout petits, et ça vous donne envie de faire certaines folies et d'être tout acheter, pourquoi pas. Alors voilà. Concernant le dernier livre que j'ai lu, qui est pareil en format e-book, c'est Luna de Serena Giuliano, que j'ai adoré. Serena, c'est une autrice que j'ai connue avec son tout premier livre qui s'appelle Ciao Bella, si je ne me trompe pas. Et j'avais énormément apprécié. Je ne m'y attendais pas du tout. J'avoue que j'ai été intriguée parce qu'à l'époque, ils avaient fait une pub comme quoi c'était une autrice italienne qui arrivait exploser le box-office français. Et avec sa jolie couverture, un petit peu pastel, un petit peu aquarelle justement, ce ton un petit peu léger qu'il y avait en résumé et cet attrait pour l'Italie que j'ai parce que je suis d'origine italienne, je me suis dit bon bah je vais m'y lancer. Et ça a été une bouffée d'air frais, c'était un gros coup de cœur, c'était magnifique. J'ai lu son livre d'après qui s'appelle Mamma Maria. Pareil, j'ai beaucoup aimé même si j'ai préféré Ciao Bella. Et là, son dernier roman s'appelle donc Luna et j'ai adoré également. Pareil, j'ai toujours une petite préférence pour Ciao Bella, mais Luna était très très agréable à lire. C'est... Je sais pas comment elle fait, Serena. Elle a une plume qui est très joyeuse en fait. On sent en fait qu'à travers sa plume que c'est une personne qui est très pétillante, qui est pleine de joie, pleine de bonne humeur, qui adore vivre, manger, rire, sortir avec ses amis. Et elle nous le fait ressentir à travers sa plume, avec des personnages qui sont hauts en couleur, qui sont pétillants comme elle, pleins de douceur, et en même temps, elle arrive à utiliser des mots et à exprimer des choses, des sujets profonds et graves, en mixant ça avec de la joie et de la bonne humeur, et ça nous donne un cocktail explosif et incroyable qui nous fait passer un excellent moment, j'ai trouvé. Pour ce qui est du résumé de Luna, je vais le faire vite fait parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu, donc j'ai pas tous les tenants et aboutissants en mémoire. Mais en gros, on va suivre justement Luna qui habite à Milan. Elle doit retourner à Naples, qui est sa ville de natale, parce que son père a fait un AVC, si je ne me trompe pas, et qu'il a été gravement atteint. Il avait perdu l'usage de la parole, des mouvements, et il est dans un lit d'hôpital. Et Luna étant sa seule famille, elle est appelée à son chevet pour venir voir comment il va et s'en occuper. Et elle avait fui Naples. C'est une ville qu'elle déteste. Elle déteste également son père et elle ne voulait plus le revoir ni remettre les pieds dans cette ville. Et elle est donc contrainte et forcée d'y retourner. Et elle va devoir renouer avec son passé et essayer d'aller vers l'avenir en comprenant pourquoi elle déteste cette ville et qu'elle ne veut pas y retourner. Et j'ai envie de dire que comme ces deux précédents tomes, comme ces deux précédents romans, c'est une excellente bouffée de fraîcheur. C'est un livre qui se lit parfaitement justement pendant une période d'été, parce qu'il nous fait déjà voyager, on découvre Naples sous un nouveau jour, par une napolitaine en plus, donc avec des petits détails que seule une personne du pays peut connaître, avec des petites anecdotes, avec une ambiance festive, avec une ambiance aussi touristique qui nous permet de découvrir un autre pays, surtout de voyager, de s'évader en ces temps assez compliqués et très chiants qui est le corona, qui est le Covid.
ou la Covid comme ils disent maintenant. Et ça nous permet de nous évader et ça fait excessivement du bien. Et en même temps, elle nous parle beaucoup d'un aspect culinaire aussi qui est de l'Italie, que j'adore, parce que on a l'eau à la bouche à chaque fois qu'on lit un de ses livres en fait. Ça nous donne envie de tout tester, que ce soit les gelatos, les glaces, que ce soit comment ça s'appelle, la pizza fritta, qui est une spécialité napolitaine, une pizza frite en fait. Plein de trucs culinaires comme ça. La Malfitano que l'on retrouve, qui est un clin d'œil à son précédent roman Mamma Maria, qui est un cocktail qu'elle a inventé. Il y a des petits clins d'œil comme ça, ouais, qui sont disséminés à droite à gauche sur ces anciens romans, que j'ai beaucoup appréciés, parce que quand on les a lus, ça nous fait les sourire en disant « Ah oui, c'est vrai qu'elle avait dit ça dans le roman précédent ». On n'a pas besoin d'avoir lu les deux autres pour pouvoir comprendre bien l'histoire, aucun souci. Mais c'est vrai que quand on les a lus, les petits clins d'œil nous font sourire et nous rappellent que dans tel ou tel roman, ils étaient présents. Et revenons au point de vue culinaire, qui donne faim, mais tout le temps. Il nous donne aussi envie de faire la fête parce que il y a le côté très chaleureux de l'Italie, très convivial, qui est justement de ces personnes qui se retrouvent autour d'une bonne pizza, je sais pas, une balade qui se termine dans un bar. Il y a quelque chose de très très festif et joyeux à travers ces lignes en fait. On sent que c'est une personne qui est douce et qui aime la vie et qui aime nous raconter qu'elle aime la vie justement. Et elle a un talent particulier, je vous disais tout à l'heure, parce qu'elle arrive à conjuguer en fait la joie et l'humour de ses personnages et de son histoire avec un côté un peu plus sombre, un peu plus compliqué à aborder et tout aussi important à connaître en fait. Dans le premier par exemple, Ciao Bella, elle aborde le thème d'une personne qui est anxieuse, qui a deux doigts de l'agoraphobie, qui est stressée, qui a peur de tout, et comment arriver à le surmonter. Dans le second roman, Mamma Maria, elle va parler de l'immigration clandestine, et là dans Luna, elle va aborder des termes comme la maladie du père justement, qui est très compliquée à gérer émotionnellement pour une fille, même si elle le déteste et qu'elle veut être distante face à lui. Elle va aborder le thème aussi de la mafia, de la pauvreté, du racisme, de l'homophobie et de l'homosexualité. Plein de thèmes qui sont quand même assez forts, beaucoup d'actualité. Elle arrive à les aborder d'une manière très douce et qu'elle arrive à imbriquer parfaitement dans son récit d'une manière logique et continue, que j'aime beaucoup en fait. C'est plein de poésie et plein de messages forts aussi derrière et j'adore ça. Elle a une plume incroyable et je pense que ça doit être une personne géniale à rencontrer, elle doit être adorable. Et on sent qu'elle a un attachement profond pour la France et pour son Italie aussi, parce qu'elle nous transporte dans son pays elle nous met des étoiles dans les yeux, elle nous fait voyager et c'est très très plaisant de voyager justement et de suivre les personnages à travers ces lignes en fait. C'est bourré d'humour, c'est touchant, mais c'est à chaque fois trop court je dirais. À la fin de Luna, la fin est logique, la fin est belle, elle est mignonne, mais on aurait presque envie de continuer avec Luna, de continuer son voyage, de savoir ce qui allait se passer après. On était bien avec ces personnages et c'était très 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 agréable à suivre comme petite aventure. C'était très agréable. Donc ça y est, je viens de terminer avec le dernier livre, donc on en a terminé avec le mois de juin. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir des nouveautés. Si je peux vous recommander quelque chose encore une fois, c'est de craquer pour Agapé de Nice, parce que c'est beau. Parce que c'est beau, parce que c'est une jeune autrice qui a beaucoup de talent et qui mérite qu'on parle beaucoup plus d'elle, parce qu'elle fait un travail incroyable. Voilà. Donc une fois de plus, j'espère que ça vous a plu, que vous allez passer d'excellentes lectures. N'hésitez pas à échanger, que ce soit par le biais d'un like, d'un commentaire ou autre. N'hésitez pas. Et sinon, je vais vous souhaiter une excellente journée, de bonnes futures lectures, et je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!